laquelle on va s'intéresser. Mais d'abord, Jean-Paul de Daytrader Canada, bonjour. Bonjour, M. Gagnon, vous allez bien? Vous l'avez vu la dernière semaine, comment, vous? Oh, bien, c'est pas mal d'action. Hein. On va parler d'ailleurs de Volatile. Volatile, effectivement. C'est le name of the game. Oui. Bon, écoutez, je sais qu'on a un agenda serré, puis on a un programme chargé, donc je vais essayer d'accélérer, mais dire aux gens que à l'occasion, on manque de temps. Alors, ils peuvent retrouver l'intégrale de la présentation via notre site web en s'abonnant à notre e-bulletin. C'est gratuit. Ils ont juste à envoyer un courriel et ils vont recevoir ça toutes les semaines avec l'intégrale de ce qu'on fait, vous et moi, ensemble. Alors, c'est daytradercanada.ca, je crois? .com. Voilà. OK. Alors, on y va avec revue des données économiques américaines et on va parler des earnings pour la semaine du 27 avril et Twitter, où l'arroseur, je vous vois un petit sourire en coin, où l'arroseur arrosé, on va avoir du plaisir à parler de ça, quand on est victime de son propre service. Ouais. Alors, nos données économiques de la semaine à venir, en fait, c'est plutôt la semaine passée. Une petite erreur ici, là. Et ici, évidemment, mes chiffres sont pas corrects, vous me le dites, et on va corriger ça. Confiance consommateur. Bon, bien, ça a été un petit peu éprouvé. Hein? Ouais. Alors, décevant par rapport à l'estimé et par rapport à la donnée précédente. On a le fameux FOMC qu'on va voir tantôt, là, puis il y a eu beaucoup de discussions à ce niveau-là. Et je pense qu'ils ont dû vous écouter, vous copier, parce qu'ils sont arrivés avec la théorie, justement, que le consommateur a confiance, mais il ne dépense pas. Alors, il y a un problème à ce niveau-là. Les statistiques sont là. Je vous entendais parler dans l'enregistrement qui ont pris ça ici. Alors, on voit le graphique ici. Un graphique assez éloquent hein, qui vient dire un petit peu ce qu'on vient de mentionner, c'est qu'on a une confiance des consommateurs qui monte, bien que dernièrement, ça baisse un petit peu. Mais les bâtonnets gris, c'est les ventes au détail. Et ça écoutez, c'est en chute libre, là, pratiquement depuis 3 ou 4 mois. Donc, il y a une espèce de grosse divergence un peu inexplicable. Mais bon, il y a toutes sortes de théories là-dessus, là, dont le fameux beau temps, mauvais temps, mais là, c'est le beau temps. On va voir si ça va vraiment donner les effets prévus. Confiance du consommateur, ça là, regardez sur les marchés, là, des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre, là, mais le résultat est mauvais et ça l'a fait chuter le marché, mais on s'est repris vers à peu près 10h30, 11h pour remonter finalement jusqu'à la fermeture. Donc, probablement que c'est toujours la même histoire. Wall Street, dans la façon tordue de voir les choses, on dit, bon, c'est pas bon, donc Janet va être plus patiente, même si elle a enlevé le mot « patience » de son vocabulaire qu'elle a remplacé par « je ne serai quand même pas impatiente ». Essayons de comprendre, là, c'est du chinois. Alors, produit intérieur brut, ça non plus, ça n'a pas été une bonne nouvelle. Vous l'aviez dit, d'ailleurs. Ça n'a pas été une bonne nouvelle en soi. Donc, ça va pas bien jusqu'à date, là. Pas des bonnes nouvelles. Si on regarde ça sur annuel et au trimestre, c'est pas non plus nécessairement joli. La misère à vraiment là, avoir une tendance là, à avoir de la grippe, hein, de la traction. Oui. Pendant un 4x4, là. Alors, mercredi, ben là, c'était le gros party, meeting de la Fed. Alors, on va faire un court résumé à nos auditeurs. Écoutez, c'est à peu près 2000 pages là, de livres qu'on essaie de mettre en quelques diapos. Alors, faiblesse transitoire, hein, ça, il y a toutes sortes de mots, le fun à la Fed, là. Alors, faiblesse économique transitoire, due en partie à une mauvaise météo. Ça veut dire que, dans le jargon de la Fed, que ça compte pas, cette faiblesse-là, parce qu'elle est justement due à un événement bien particulier, qui est la météo, puis on pense que oui, c'est vrai, en tout cas, on va voir, là, il fait beau maintenant. En conséquence, la Fed garde le cap sur son calendrier pour l'augmentation des taux. La question qu'on se pose encore, faudrait-il savoir de quel calendrier on parle, parce qu'il change à chaque meeting de la Fed. Juin, septembre, on se promène. La croissance économique a ralenti depuis le dernier meeting en mars. Ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ce ralentissement fait suite aux commentaires de la dernière rencontre d'une croissance modérée depuis le mois de janvier. Cela démontre à quel point le premier trimestre était lent. Ah, puis évidemment, il y a toujours l'histoire de la température. Il y a toujours l'histoire de la température, particulièrement pour l'Est et le centre des États-Unis. Ça n'a pas été très bon. Les ventes au détail n'étaient pas là. Non. La prochaine excuse, c'était, ils m'ont dit qu'il a fait trop chaud. Hein, le monde n'a pas sorti. Puis, bon. Alors, juin, oui ou non? Hein? Juin, oui ou non? Je sais que ça va être septembre. Ah oui, bon. OK, septembre, bon, parfait. OK. Alors, la Fed n'a pas émis la possibilité que les taux soient augmentés en juin. Non, mais ils ne l'éliminent pas. Non. Ils font peur un petit peu, là. Plus important, contrairement au dernier meeting, en parlant du mois d'avril, elle n'a pas mentionné cette fois qu'il serait improbable le mois de juin. C'est du grand art, hein, des écouter. Donc, les chances demeurent élevées pour la modération en juin, mais M. Gagnon nous dit en septembre, j'irai plus avec votre call qui est à l'heure. Puis, ils vont peut-être repousser ça aussi. On verra comment est-ce que les choses vont aller. Eux, là, c'est le 31 décembre. Là, puis, c'est clair, le marché... Ça limite, ça?
Bien, tu sais, 2 hausses de taux, fort probablement d'ici à la fin de l'année. Quand? On sait pas. Il faut qu'ils commencent à le faire s'ils ne veulent pas tout faire ça dans le même meeting. Non, mais c'est sûr. Alors, abaissement généralisé. En général, toutes les données sur l'économie ont été abaissées. Les conditions du marché du travail sont passées de améliorées à modérées. Le marché du travail est en ligne avec sa cible avec un risque presque équilibré. Les dépenses des ménages sont passées de modérées à en baisse. Les investissements d'entreprise en croissance à ralentissement, là, jusqu'à date, c'est tout pas nécessairement bon, ce qu'on dit là. Ce qui viendrait un petit peu, dans le fond, en contradiction avec une augmentation des taux. Bien qu'on sait bien qu'un jour, il va falloir qu'ils les augmentent. Là. Les exportations de haut ralenti à en baisse, puis la construction est lente, puis l'inflation toujours sur la cible visée. Alors, ça va pas tellement bien, là. Mais la Fed maintient qu'elle atteindra sa cible de 2 Quand ça, c'est une autre histoire. Elle continue aussi à dire que l'effet de la diminution des prix d'énergie, parce que ça a joué beaucoup, on le sait, il y a quelques mois, continue à se dissiper. Mais par contre, l'activité économique continuera de croître à un rythme modéré. Réaction du marché, on va le voir tantôt sur notre graphique, réaction initiale du marché fut mitigée. C'est allé des deux bords. Le ton de ce meeting fut hawkish, plus que dovish, laissant présager une hausse de taux imminente. Quand on parle de septembre, juin, c'est quand même imminent par rapport à depuis 5 ans. Là. De plus, le sentiment du consommateur demeure élevé, laissant présager une augmentation de leurs dépenses. Alors, ce qu'ils disent, un peu ce qu'on dit ici, c'est que de deux choses, espérons qu'ils ont raison, parce que de deux choses l'une, c'est soit que les dépenses ne seront pas au rendez-vous, puis la confiance va s'effriter, ou finalement, la confiance va l'emporter, puis les gens vont se mettre à dépenser, et qui pourrait évidemment faire monter l'inflation. Questionnement demeure. La Fed est toujours dépendante des données économiques. Ils ont beau dire qu'ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils s'ajustent aux données économiques. Elle ne tire pas trop rapidement de conclusions basées sur le ralentissement du premier trimestre. Par contre, il y a des indications que les deuxièmes trimestres pourraient être faibles, ce qui pourrait repousser l'augmentation des taux. En conclusion, toujours difficile de prévoir exactement le moment de l'augmentation des taux, mais tout le monde s'entend pour dire que ce sera plus tôt que tard, à moins que, point d'interrogation, petit sourire, 3 points de suspension, qui nous arrive avec une surprise dont eux seuls connaissent la recette. Fait à noter, il n'y a pas eu de dissension dans ce meeting-là. En tout cas, là, ils se sont ralliés, ils ont dit, regarde, on va tous aller dans le même sens. Bon, c'est un graphique là, qui ne change pas bien, parce qu'on est pas mal toujours à plat. Regardez ça, la réaction. Là, on est en temps réel, là, au moment où la Fed a annoncé à 2 heures tout ce qu'on vient de dire. Il y a eu une chute rapide des marchés. On a remonté rapidement, puis on a chuté à niveau pour fermer quasiment au prix d'ouverture du matin. Alors, vous voyez que les gens se disent toujours, ben moi, j'arrive pas à comprendre comment comprendre ça. C'est des pros qui transigent, puis ils comprennent pas, eux autres non plus, là. Ils vendent, ils achètent, au fur et à mesure, là. Vous savez, le commun des mortels, nous, souvent, ce qu'on dit aux gens, des investisseurs actifs, des traders même, là, cette journée-là, c'est pas le temps de vous mettre les pieds dans les marchés. Surtout pas jouer à prendre une trade avant que la Fed annonce son résultat pour essayer d'aller sur le bon bord. Ça va bien pour nous. Mais Goldman Sachs a des milliards d'investis et comme bien d'autres, ne peuvent pas à 4 heures, à 2 h moins 5 sortir leur position puis les rentrer une demi-heure plus tard. Donc, eux autres, ils doivent tenter de comprendre l'incompréhensible. Demande de chômage jeudi. Ça, c'est une bonne nouvelle. 262 000, donc bonne nouvelle par rapport aux estimés. On est toujours dans la pente descendante, c'est ce qu'on veut pour ce genre d'informations-là. Pas eu de gros effets sur les marchés, même qu'au contraire, les marchés ont chuté durant cette journée-là. Indice manufacturier, ça continue de baisser, hein? Si on regarde le graphique, regardez ça. Des fois, quand on ne regarde pas de perspective, on se dit, wow, c'est pas grave, mais ça baisse ça depuis déjà un bon moment. Alors, à un moment donné, on sait qu'en bas de 50, vous dites tantôt que contraction. C'est la Chine, là? La Chine, 48,9. En bas de 50, c'est sérieux. Indice de sentiment du consommateur, bien, finalement, bon, pas beaucoup, mais... Oui, un dixième, il est resté stable, dans le fond. Effectivement, vous avez bien raison. Puis regardez, on le voit ici sur le graphique, ça se maintient dans la zone du 95, mais là, c'est ce qu'on disait, un des deux, là. Ouais. Les dépenses commencent, ou bien les gens vont perdre confiance. Bien, en tout cas, c'est le sentiment courant. Là. À l'heure actuelle, là, comment ils se sentent en confiance, c'est ça qui a diminué un petit peu. Sur ce qu'on prévoit, c'est resté stable, mais c'est l'instant présent qui a diminué un petit peu. On était à 108, on est baissé à 107, et c'est de là qu'a descendu La réaction pas trop forte dans les marchés. Un pointage 4-1, une semaine de côté. On le voit, pas eu même un grand mouvement. Et ça, ce sont les données économiques là, qui vont sortir cette semaine. Ça, c'est important, ça. Oui, effectivement. C'est ça que la Fed veut suivre. Ouais, ça va être de gros coups là, quand ils vont sortir ça cette semaine. Ça, c'est clair. Et, bon, on va manquer de temps pour les faire, mais il faut parler de Twitter, absolument, à 12h45, juste avant de répondre aux questions. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. Un Twitter par un tweet. Hein? Retenez ça. On revient dans un instant tout de suite.
sais pas ce qui s'est passé, M. Paul, avec Twitter la semaine passée, mais essayer de présenter ses résultats financiers en 140 caractères, ça marche pas tout le temps. Non, non. Et c'est drôle parce que Twitter, on a notre jargon à nous, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, c'est un tweet, c'est pas sa mère. Alors là, ils ont eu l'air un petit peu de tweet. Alors, on va... Tu sais, quand tu es supposé divulguer à 4 heures, puis tu divulgues par accident à 4 heures moins quart, surtout sur un vulgaire tweet en plus. Ben oui, effectivement. En plus? Ouais. Non, c'est impardonnable. C'est assez incroyable. On va voir Twitter, on va voir GoPro aussi, qui a été pas mal le contraire. Tout est son contraire. Ouais, exactement. Voilà. Alors, commençons par notre ami Twitter, le fameux petit oiseau, parce que, là, il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées, parce que théoriquement, sur la base des résultats, ils ont eu des bons résultats. Net, bénéfice par action. C'est ailleurs que ça a fait mal, là, mais à part le tweet, là, mais sur cette base-là, il y a eu des bons résultats. Ouais. Mais là, l'arroseur arrosé. Twitter victime de son propre service quand c'est mauvais earning, parce que dans le fond, il était mauvais les earnings. Ils se sont dit, en fait, c'est 30 minutes. Hein, je vais vous montrer le graphique tantôt. J'étais, moi, dans une formation, puis on a vécu ça live, cette aventure-là. 30 minutes, pour ça, il y a eu quand même un peu de temps. On aurait pu, théoriquement, faire des transactions là-dessus, mais ils ont arrêté pas longtemps après. Ils sont divulgués 30 minutes avant l'annonce officielle prévue. Le coupable, vous savez, aujourd'hui, là, tu regardes ça, puis tous les marchés, là, c'est fragmenté, c'est interdit. Il y a beaucoup de gens impliqués. Twitter est listé à New York. Ouais. Mais le coupable, puis là, on se demande si c'est pas la revanche de Nasdaq qui a fait que Twitter n'a pas voulu se lister là. Ça semblerait être un service de Nasdaq, shareholder.com, ça appartient à Nasdaq, qui aurait coulé activement l'information par erreur. Suite à quoi, tous les réseaux sociaux, Twitter en tête. Ben oui, évidemment. Même eux autres. Ben oui. C'est ça que j'ai trouvé incompréhensible. Et les médias de la planète ont véhiculé l'information à vitesse de l'éclair. Aujourd'hui, c'est ça l'affaire. Avant, ça aurait pris 2-3 heures à savoir ça. Mais là, écoutez, c'est instantané. Alors, ce que ça a donné à la finale, là, ça n'a pas été trop beau, hein, parce que c'est 25 de baisse dans la journée. Honnêtement, ça l'a amplifié. Vous savez, il aurait annoncé ça après 4 heures, les mauvaises nouvelles. Normalement, un gap de earning, ça joue dans, je vous dirais, 10, 12, 14 c'est dans le gros top des gaps de earning. Là. Mais là, le fait d'avoir cette espèce de coulage-là, le halt, ça l'a amplifié la panique et évidemment, le titre a chuté drastiquement. Regardez ça, je vous mets en contexte. Là. On est ici en 5 minutes, c'est mardi 28 avril. Et vous voyez les heures en bas, là, ça c'est 3h30 ici. Là. 3h30, là, dans les environs de, ça sort. Regardez les petites barres qu'on voit vertes ici, ça c'est le halt. Parce qu'on a un événement comme ça, évidemment, les SEC et les bourses tirent sa plug. Là, ils disent, une minute, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis ils vont voir c'est quoi, ils vont à la nouvelle. Malheureusement, le mal était fait. Alors, quand ils ont, parce qu'ils ont, ça n'a pas été long, hein, le halt, c'est à 15 minutes. Ouais. Ils ont après ça reparti les transactions, mais là, le mal était fait. Et là, regardez, là, ça a chuté drôlement jusqu'à la fin de la journée, puis après ça, ils s'en sont pas remis non plus. Alors, si on le regarde ça, sur un graphique quotidien, ils viennent de perdre dans l'espace, ils ont perdu dans l'espace de quelques jours, là, ce qui avait mis des mois à gagner, parce qu'ils sont revenus au niveau à peu près de 37 hey, c'est 350 millions de capitalisation boursière qu'on a perdu d'un coup sec. C'est incroyable. Ah, effectivement, c'est toute une aventure. Puis... Hey, 350 millions, là, dans cette petite barre-là. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle réalité des marchés d'aujourd'hui. GoPro, la petite caméra là, sur le casque, très bon résultat, 24 par rapport à 18 aux attentes. Bon, ça a été dans la norme des choses. Ils ont eu un gap haussier de 10 Mais ça a été le lendemain matin, là. Oui. Là, ils ont suivi les procédures, eux autres. Oui, effectivement. Donc, mais dans l'ensemble, c'était une bonne nouvelle. Par contre, GoPro en arrachait. Hein? Depuis pratiquement 1 an, là, le titre était en chute libre. Depuis octobre 2014, pour être exact. Là, il semble trouver un plancher, là, puis il remonte à la côte un petit peu avec ça. Bon. On a eu Garmin, décevant, 55 versus 57, gap à la baisse, donc encore là, ça va dans la norme. On sait que Garmin, c'est le fabricant là, des GPS. C'est ça, des GPS, entre autres, ils font un paquet de choses, mais ils font ça, entre autres. Puis ça, c'est sûr que là, il y a une grosse guerre là-dedans. Ça, c'est ton cellulaire à cette heure. Tu sais, c'est ça. Là, beaucoup de compétition maintenant. Oui, effectivement. Et finalement, malgré tout, ça allait bien chez Garmin, sauf depuis quelques semaines, le titre va beaucoup moins bien. Et Avon, ding dong, avons besoin de rien. Alors, Avon, mauvais résultats financiers, gap à la baisse, et le titre est à la baisse drastiquement depuis 2008. Il s'en est jamais vraiment relevé. Il essaie de toutes sortes de choses qui fonctionnent. C'est un modèle qui est un petit peu, fait penser à Mattel, ces trucs-là, un petit peu dépassé. Et on est dans un mouvement de côté. Alors, voilà Expedia. Qu'on a eu des mauvais résultats aussi. Oui, mauvais résultats, gap à la hausse. Go figure, regardez, gap à la hausse, puis regardez ça, c'est incroyable.
sont à 100 pièces d'action, ça ne cesse de monter. Alors, on va passer aux questions. Oui. Alors, Peut-être essayer de trouver des solutions. Oui, effectivement. Pour nos auditeurs. Après avoir fait des recherches sur 3 titres, ce qui me rend perplexe sur la réalité pour de bons placements, malgré de fortes recommandations d'amis. Donc, votre analyse serait grandement appréciée et la cible possible. C'est Guy de Granby qui veut d'abord avoir HF, Oui. Ashton Hill Financial, oui. Bon, écoutez, techniquement parlant, peut-être que vous allez avoir de l'information à ajouter là-dessus fondamentale. Techniquement parlant, c'est pas un titre, c'est pas vieux, hein? Depuis 2012. En tout cas, moi, c'est l'information que j'ai. C'est spécialisé dans les fonds. Dans les fonds communs. OK. Bon, depuis 2012, puis malheureusement, depuis 2012, ça glisse. Écoutez, c'est un penny stock. On est à 64 cents. Hein? Oui. Donc, toujours difficile un petit peu à analyser ça. Alors, en tout cas, ce ne sera pas un achat, en tout cas, pas dans mon livre à moi. Moi, je ne toucherai pas à ça, en tout cas, parce qu'il ça n'arrête pas de perdre de l'argent. Non, je ne sais pas, Guy, là, ce que moi, personnellement... Là, et c'est un penny stock. Oui, effectivement. L'autre, c'est Cominard. Je ne sais pas s'il y a eu une en tout cas, on suit à peu près 40 000 questions sur Cominard. Oui. Écoutez, Cominard, c'est un fleuron. Là. Oui. Il y a eu des bonnes périodes, des moins bonnes périodes. Un petit peu de difficulté si on le regarde en mois, là, depuis déjà quelques mois. Si on regarde en semaine, c'est pareil aussi. Sur les lignes de côté actuellement. Ici, si on regarde en quotidien, on a une baisse là, soutenue depuis quelques temps. Alors, pas de signal d'achat en tout cas actuellement. Bon, écoutez, de là, le vente à découvert, c'est une autre histoire. Là. Je ne penserai pas non plus là, à 18 là, mais il n'y a pas de signal d'achat actuellement sur Cominard. Et pourtant, quand on... C'est pas une mauvaise entreprise. Non, mais au contraire. C'est peut-être 2014 qui a été un peu plus difficile là, en termes de résultats financiers, en termes de bénéfices nets. Il y a eu quand même des taux d'intérêt qui ont augmenté pendant la période de 2014, pendant un certain moment, même s'ils demeurent relativement bas, et tout le monde a eu des craintes. Par contre, la croissance sur les 3 dernières années qui est quand même de presque 33 et nos analystes nous disent, si vous l'avez, gardez-le. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas nécessairement un achat, mais si vous l'avez, vous pouvez le garder. Là, c'est à retenir. Avec quand même le rendement, c'est quoi? Ça paye-tu des dividendes, ça? Oui, en fait, ça verse... Voyons, je m'envoie de DVD, ça ne marche pas. Attendez un petit peu. Juste un instant. Alors, si je vais là-dessus, oui, c'est quand même un rendement de 7,7 mais c'est parce qu'il a tellement baissé, là, c'est ça qui a fait augmenter le rendement. Là. Parce que ça verse 12 cents,25 par action par trimestre. OK, bon. C'est fort en pourcentage, mais c'est pas gros en absolu. Voilà. Et Stornoway Diamond, lui aussi, là, je commencerais à être un petit peu... je pense on avait parlé un petit peu, je me tiens loin là-dessus, moi, ces affaires-là. Oui, bien écoutez, on l'avait analysé à plusieurs reprises ici, puis on l'avait donné baissier. Et malheureusement, ça a été à la baisse. Et là, il ne semble pas se replacer. Hein. Il est dans la zone, si on le met en semaine, là, puis si on recule depuis 2012, là, il essaye entre à peu près 60 cents et 90 cents, puis il est pris là-dedans. Donc, pas nécessairement non plus là, un signal d'achat là-dessus. Bon, bien, il y a peut-être juste Cominard là, qui est à retenir. Ouais. Stornoway, c'est beau là, que le gouvernement détienne 21 via Ressources Québec dans cette histoire-là, mais pour l'heure, ça perd de l'argent. Puis c'est un penny stock. Ça perd de l'argent. Yves de Québec, ça fait longtemps qu'il veut qu'on lui réponde à la prochaine question. Plusieurs titres. Il y a Balchem, dont il voulait avoir notre avis. BCPC, Balchem Corporation aux États-Unis, une entreprise dans les biotech. Entre autres, plusieurs aliments spécialisés pour l'industrie médicale, stérilisation, etc. Qu'est-ce qu'on pense? Oui, je pense que si je ne me trompe pas, c'est l'auditeur qui nous disait qu'il voulait qu'on y monte bien comme il faut sur les graphiques, l'analyse technique qu'on ferait pour moyen et long terme. Il utilise Disnat et Recognios. C'est des bons outils en passant. Disnat, c'est une plateforme transactionnelle. Recognios, c'est une espèce de scanner là, de robot qui trouve des sites. Pour les besoins de la cause, moi, je fais l'analyse sur Free Stock Chart. Par contre, c'est la même affaire que Disnat. C'est des graphiques, des lignes, la même chose. Donc, c'est plus facile ici. Donc, on y va avec BCPC. Puis, il parlait de court, moyen et long terme. Je ne fais pas de long terme en tant que tel, des traders investisseurs actifs, mais j'analyse le long terme. Alors, ce que je
on analyse de long terme. Nous, c'est qu'on se met en mois. Et en mois, ce qu'on vérifie, c'est la tendance. On appelle ça des phases de Weinstein. Alors, on voit ici qu'on a une phase 2. La ligne jaune, là, qui est une 30 périodes, moyenne mobile. Je ne transige pas sur les moyennes mobiles, mais je m'en sers pour les phases. Elle est en pente ascendante, donc c'est une phase 2. Si on s'en vient maintenant moyen terme, je me sers d'un graphique en semaine. Et là, on s'aperçoit que la même phase, on a un petit plateau là, qui se fait de côté, qu'on appelle une phase 3. Ça peut laisser présager une phase 4 qui serait une phase descendante. Et si on s'en vient sur du court terme, pas day trade, là, mais court terme quotidien, bien, notre petit renversement hebdomadaire se confirme un peu parce qu'on est dans des figures qui sont baissières. On a un triangle descendant avec deux hypoténuses là-dessus. Une à court terme et une à plus moyen terme. Dans les deux cas, ça donnerait un titre baissier. Il faut attendre que la ligne du bas ici soit traversée, qui est la ligne de 52. On pourrait avoir un rebond actuellement, peut-être jusqu'à 55-56, mais si un jour on traversait cette ligne-là, de 52, ça irait avec le petit renversement qu'on a vu tantôt de l'hebdomadaire. Et là, on pourrait avoir un titre qui s'en irait à la baisse pour facilement 6, 7, 8 points de plus. Malgré tout, c'est une entreprise qui a un petit peu de dette, 2,5 milliards de dettes, mais par contre distribue que 17 des flux de trésorerie. C'est quand même une machine à imprimer de l'argent, ça, là, le Balchem. Ah, OK. Fait 1,71 par action, puis réussissent à générer des fonds auto-générés de 2,37 Il faut quand même aller chercher 50 cents de supplémentaires par rapport à tes actions. C'est quand même assez extraordinaire. Une bonne gestion de la dette. Le capital a quand même grimpé de 118 au cours de la dernière année. Alors, puis en plus, c'est une machine, comme je disais, imprimer de l'argent, là. Sur 541 millions, ils ont fait 2,21 par action l'année passée et 2,58 pour ce qui est prévu cette année avec des revenus globaux de 658 millions. C'est peut-être juste le dernier trimestre, le 162 millions. On aurait été assez un petit peu et c'est ça qui a fait mal. Ça, je pour dire, je me demandais où est-ce que là, on commence à comprendre. Là. Donc, pas un achat. S'il traverse son triangle descendant, nous, dans notre cas, c'est sûr que ça serait une vente à découvert. Bon, l'autre qu'il voulait avoir, c'est toujours sur le Nasdaq, si je me rappelle bien, là, c'est PRAA, Pro Group. Oui, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Pro Group, qui est dans le domaine des comptes recevables. Là. C'est eux qui font la collection. Okay. Achètent, collectent, puis regardent, voir s'il n'y a pas des personnes qui sont en faillite pour être capables de faire le recouvrement pour ces entreprises-là. Okay. C'est une entreprise de recouvrement, là, si vous voulez. Sur le plateau, là, pour l'heure, ce que je sache, là, pas des jardins, un petit peu. Là. Bien, écoutez, si on fait la même analyse, on se met en mois. Puis évidemment, quand on va en mois par semaine, il faut prendre la durée de vie du titre. Alors là, depuis 2003, on voit là, qu'il y avait une grosse phase 2, la ligne, notre moyenne mobile 30 périodes, sauf qu'on voit très bien un mouvement de côté. N'oubliez pas que c'est des mois, là. Donc, ça fait plusieurs mois qu'il est en mouvement de côté. Si on s'en va maintenant à moyen terme, on se met en hebdomadaire. On voit bien le plateau là, qui se forme, là, qui est un début de phase 3. En fait, une phase 3 qui pourrait conduire à une phase 4. C'est pas automatique que ça a une phase 4. Des fois, les titres vont connaître d'autres phases ascendantes, mais ça ressemble plutôt à de la phase 4. Et en quotidien, bien, écoutez, on a eu une baisse assez importante ici. Il y a de ça, je vous dirais, un mois ou deux. Et là, on serait dans un possible double top, donc baissier actuellement. Bien, ce serait intéressant de le voir un petit peu plus tard cette semaine, comment il va réagir, parce que les résultats financiers seront présentés après-demain. Alors, mercredi, les résultats financiers. Il nous reste 30 secondes pour lui parler de LKQ. Donc... LKQ, bien, on était sur phase 2 sur le long terme, phase 4 amorcée sur le moyen terme, et c'est pas un jojo en quotidien, gap à la baisse, gap à la hausse, paquet de volatilité, les options là-dessus en straddle strangle. Ben, pour Yves, l'autre titre que vous vouliez avoir, vous en parlera demain, je vous le promets. Merci, Jean-Paul, et à demain tout le monde, au revoir.